Le numérique n'amène pas que des problèmes, il amène aussi des solutions. Donc si tout est libre et tout est accessible, il y a quand même quelque part une base de la société qui va en souffrir. Je pense qu'avec l'IA, c'est la même chose en fait. Celui qui est malveillant, il ne va pas indiquer que c'est son double parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. En tout cas, une chose qu'on peut dire certainement, c'est que ne rien faire n'est pas une option. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Alpacity. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 invités au parcours impressionnant pour parler cybersécurité et confiance numérique. Touraj Ebrahimi, éminent professeur et chercheur dans le domaine du traitement des signaux multimédia à l'EPFL. Il a notamment fondé RayShaper, une start-up spécialisée dans le multimédia alimentée par l'IA. Et depuis 2014, il est président du comité de normalisation JPEG. Il est accompagné de Thomas Souvignet, professeur à l'école des sciences criminelles de l'UNIL, spécialisé dans les traces numériques. Thomas a eu une première carrière dans la gendarmerie scientifique et criminelle, une expérience assez unique pour mener à bien des investigations numériques, un domaine qu'il enseigne aujourd'hui. Et enfin, Sylvain Pasini vient compléter ce trio, professeur en sécurité informatique à la HEIGVD et expert en cybersécurité. Sylvain organise également l'événement Black Alps, qui rassemble chaque année des professionnels de la sécurité informatique, avec une prochaine édition les 6 et 7 novembre 2024. Tous les 3 sont aussi les représentants de 3 institutions académiques, EPFL, UNIL et HEIGVD, qui se sont réunis pour lancer le programme SIL, avec la mission de mener des projets innovants dans la cybersécurité et la confiance numérique. Bonjour à vous 3. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Je vous ai présenté brièvement en début d'émission, mais je vais vous demander de me présenter un petit peu votre parcours ou vos domaines d'activité aujourd'hui. Peut-être on commence par Touraj. Avec plaisir. Moi, probablement, on pourrait dire que j'ai 3 chapeaux. Pas 3 têtes, mais 3 chapeaux. Mon premier chapeau, qui est le plus important et l'essentiel, est que je suis professeur à l'EPFL et je m'occupe d'un laboratoire en traitement des signaux multimédia. Mais j'ai 2 autres chapeaux. Le deuxième, c'est un peu lié, mais plutôt côté pratique. J'ai fondé une société qui s'appelle RayShaper, qui utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de l'imagerie. Et mon dernier est que je suis président du groupe de normalisation JPEG, qui définit les formats qu'on utilise pour l'imagerie, pour les photos et des vidéos. Magnifique. Thomas, tu veux poursuivre ? Je veux bien, oui. Donc, pour ma part, je suis professeur à l'université de Lausanne, où, avec cette seule activité, j'ai aussi 4 chapeaux, si je puis dire, puisque je fais à la fois de l'enseignement, de la recherche, mais au niveau de l'école des sciences criminelles de l'université de Lausanne, nous avons également un laboratoire de police scientifique à l'intérieur, donc je fais également des expertises, et également de la formation continue. Et Sylvain, tu fermes le bal. Alors moi, je suis aussi professeur, mais à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, qui est à Yverdon-les-Bains. Et puis là, je fais aussi de l'enseignement. Je suis responsable de l'orientation en sécurité informatique qu'on a monté en 2011, qui était pionnière. Je fais de la recherche appliquée. Je dirige un groupe de recherche appliquée d'une 12aine de personnes. Et puis, je suis aussi responsable du pôle de compétences en sécurité informatique. Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment ? Quel est le sujet où vous passez du temps ? Moi, j'ai plein de choses qui me passionnent. Mais en fait, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir en fait, contribuer à la société et à améliorer la sécurité globale de la société et du tissu industriel. Et ça va... En fait, ça couvre en fait, les différentes missions pour lesquelles je suis responsable. Déjà, une, de fournir du personnel qualifié. Et j'ai adoré pouvoir construire cette formation avec mes collègues, je n'ai pas fait ça tout seul, en cybersécurité, qui aujourd'hui est très bien reconnue et qui finalement, on a des alumni à peu près dans toutes les sociétés qui travaillent dans la sécurité informatique aujourd'hui de la région, voire même à l'international. Et puis, finalement, c'est aussi de pouvoir contribuer à aider les entreprises à améliorer leur sécurité ou à trouver des solutions innovantes à leurs problématiques, d'où la recherche appliquée. Et puis, finalement, de pouvoir animer un groupe de recherche
qui est propre à l'université, et aussi toute une communauté, parce qu'à côté de ça, je suis président et fondateur de l'association Black Alps, qui organise pas mal d'événements, et ça me tient à cœur d'animer cette communauté de passionnés de la sécurité informatique. Donc la passion, c'est vraiment la sécurité informatique. Exactement. Ça t'anime. Touraj, est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne? Il y en a beaucoup aussi de mon côté, mais ce qui vraiment me passionne ces jours-ci, c'est les deux côtés de l'intelligence artificielle. Le côté positif, parce que l'intelligence artificielle est en train de changer le monde, et une partie importante sont des choses qui vont améliorer la vie, qui vont améliorer nos expériences, qui vont améliorer la situation en général, mais ça vient malheureusement aussi avec des défis. L'intelligence artificielle pose aussi pas mal de problèmes nouveaux qui n'existaient pas, et je suis vraiment passionné ces jours-ci de découvrir dans mon domaine qui est l'imagerie comment est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter des choses positives, mais en même temps je regarde comment est-ce qu'on peut, si on ne peut pas éliminer complètement, au moins réduire les côtés moins positifs. Absolument. Pour ma part, ce qui me passionne, c'est pas facile à dire, hein, ça fait des années que ça me passionne, c'est vraiment l'exploitation des traces numériques que l'on laisse finalement dans nos activités quotidiennes, par nos actions, par notre présence, et qui rejoint finalement tout ce qui a été dit avant, hein, c'est-à-dire que quand on fait la cybersécurité, on exploite, on laisse des traces. Ce qui m'intéresse, c'est de les exploiter pour faire l'investigation de ces délits. Quand on fait qu'on utilise le machine learning soit à des fins, on va dire, qui sont bonnes ou mauvaises, dans tous les cas, on va laisser des traces. L'exploitation de ces traces-là, ça m'intéresse. Et ce que je me focalise peut-être un peu plus ces derniers temps, c'est sur l'exploitation des traces de localisation dans le temps ou dans l'espace, qui permettent aussi d'essayer de reconstruire des activités. Ça a l'air technique, mais c'est passionnant. On en reparlera tout à l'heure des traces numériques. Merci. Si vous êtes tous les trois aujourd'hui réunis, c'est pas tout à fait par hasard. Vous êtes aussi les représentants de trois institutions qui sont donc le PFL, la HVGVD et l'UNIL, qui se sont associés pour répondre aux défis de la confiance numérique et de la cybersécurité à travers un programme qui s'appelle SEAL. Pourquoi avoir uni ces forces et dans quel but ? En fait, je pense que le programme SEAL, c'est un peu le résultat de pas mal de réflexions qu'il y a en amont. Déjà, quand on parle de confiance numérique ou de cybersécurité, on se rend compte que c'est pas juste un problème technique. Ça englobe beaucoup plus de choses. Et puis, en fait, on a besoin de compétences qui sont multiples, que ce soit au niveau du cadre législatif, que ce soit au niveau des comportements sociaux, que ce soit au niveau de la technique, de l'organisation. Et puis, en fait, on a vraiment besoin d'unir nos compétences et nos complémentarités pour pouvoir répondre à cette problématique qui est finalement sociétale. Et en fait, c'est de là qu'est partie les réflexions, que sont parties les différentes réflexions. Et l'idée, c'était d'unir en fait nos complémentarités des trois autres écoles, parce qu'on a vraiment des compétences qui sont très différentes, mais totalement complémentaires pour résoudre le problème global. Alors du coup, on a créé cette alliance entre les trois autres écoles, et à destination du tissu socio-économique. Et puis est né le programme SEAL qui permet finalement de financer des collaborations entre les hautes écoles et le tissu socio-économique afin de créer des nouvelles solutions innovantes pour résoudre ce problème de confiance numérique et de cybersécurité. Ce programme, il s'adresse à tout type de PME qui souhaiteraient innover dans la cybersécurité ? Ou c'est plus large ? Oui, alors tout type de PME ou autre, on va dire, entité parapublique, enfin, ça peut pas forcément du tissu industriel. Maintenant, le bailleur de fonds est quand même vaudois, donc c'est l'ensemble des PME plutôt situées dans le canton de Vaud, en tout cas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a des projets qui démarrent avec différents types de partenaires qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, mais qui ont des besoins dans ce domaine-là. Magnifique. On mettra en description le lien vers le programme SEAL, si les téléspectateurs veulent plus d'informations. Avant de rentrer dans plein de sujets, j'avais envie de faire un décryptage de l'actualité. Quand on s'est parlé un petit peu pour préparer cette émission, on a eu
cette panne informatique qui a eu lieu cet été, où on a commencé à échanger sur ce sujet. Donc, c'est l'actualité que nous avons sélectionnée. J'aimerais bien avoir votre point de vue et votre avis. Peut-être juste pour rappel, donc, c'est une panne informatique qui est survenue cet été et qui a paralysé le trafic aérien et aussi ferroviaire au niveau mondial. L'origine du problème informatique serait la mise à jour de l'antivirus CrowdStrike, qui a mis hors ligne les ordinateurs qui a mis hors ligne l'ensemble des ordinateurs. Et puis Microsoft a été aussi visé lors de cette panne. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que nous montre cette panne et qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de ça? Quel est le rétex? Première chose, c'est que ça a une démonstration que le monde numérique nous gouverne pratiquement, tous les aspects de la vie. Et pour la petite histoire, je suis une des victimes de ce qui est arrivé, parce qu'à cette époque-là, j'étais au Japon, et le retour en Suisse était un petit peu mouvementé à cause de ces problèmes. Beaucoup de délais, etc. Mais heureusement que c'est quelque chose qui est arrivé déjà par accident, donc c'était une erreur, et c'était pas fait exprès. S'il n'y avait pas un terroriste ou quelqu'un qui avait l'intention de faire du mal. Mais on voit que même des fois, des petits accidents ont des impacts énormes au niveau mondial. Et ça montre la fragilité vraiment de monde numérique qui nous entoure et qui nous gouverne. Et en même temps, ça montre qu'il faut trouver des solutions pour éviter que le pire arrive à l'avenir. Est-ce que c'est possible de trouver ces solutions? Une fois de plus, ça souligne la dépendance finalement au numérique. Et on va pouvoir trouver des solutions pour certains problèmes, mais qui risquent d'en créer d'autres, puisque ce qu'il faut voir, c'est une solution de sécurité. Cet outil-là est fait pour normalement se prémunir des actions finalement malveillantes qui viendraient essayer de nuire au système. Et finalement, dans ce cas-là, c'est en voulant justement prévoir de tels incidents de sécurité lors d'une mise à jour malheureuse, on va dire, qu'il y a eu cet incident. Donc là, c'est difficile de prévoir quelque chose qui prévoit une solution destinée justement à éviter ça. Donc là, on est peut-être dans l'effet qui va être difficile à essayer de neutraliser. Après, la bonne pratique, normalement, quand on fait une mise à jour de tel système, c'est de le tester aussi sur des systèmes de tests, ce qui, semble-t-il, n'a pas été fait dans beaucoup d'endroits, puisque ça a été mis en œuvre sur des systèmes en production, et ce qui a conduit à ces incidents malheureux qui bloquent certaines personnes au Japon. Ça n'a pas dû être facile. En tout cas, une chose qu'on peut dire certainement, c'est que ne rien faire n'est pas une option. Donc on ne peut pas garantir, c'est clair, qu'il n'y aura jamais plus des accidents pareils, mais il faut quand même maintenant donner une priorité à éviter autant que possible et que ce genre d'accident se reproduise. Et il y a plusieurs façons de le faire. On peut élaborer peut-être au cours de cet entretien, mais je répète, c'est très important. Ne rien faire n'est pas une option. Même si on n'arrive peut-être jamais à être à 100% garanti et qu'il n'y aura pas des accidents, des incidents pareils qui arriveront dans le futur. Mais tu disais que dans l'informatique, c'est déjà il y a un processus, ça n'aurait pas dû arriver d'une certaine manière. Est-ce que ce sont Microsoft n'est pas directement touché par ça, mais ce sont quand même des sous-traitants qui ont mis en place donc, ce système de sécurité. Est-ce que ces sous-traitants sont dans une taille critique ou c'est juste une erreur humaine finalement d'un projet qui ne s'est pas tout à fait passé correctement? Alors, une chose que j'aimerais quand même souligner, c'est que tout est une question de compromis. Donc, on peut toujours pousser très loin les mesures pour sécuriser les systèmes, mais après, ça rend les systèmes de moins en moins faciles à utiliser, encombrants, difficiles. Donc, il faut toujours trouver un compromis. Et clairement, le compromis qui avait été trouvé dans le cas particulier dont on a parlé, n'était pas le bon compromis. Peut-être il fallait mettre le compromis quelque part un peu plus loin en faveur de la sécurisation de systèmes.
Il y a eu des échos à l'HEGVD, toi qui es au contact des étudiants, des professeurs, vous en avez parlé on n'a pas vraiment subi de dommages, on va dire ça comme ça, suite à cet incident-là. Et on n'en a pas spécialement plus parlé que ça. Okay. Par contre, ce qui est intéressant, je pense que pour rejoindre ce qui a été dit avant, c'est que je pense que ce cas-là est un concours de circonstances, parce que normalement, c'est pas juste une erreur qui a été faite à un moment, je pense que c'est plusieurs erreurs dans une chaîne d'un processus. La première, c'est le défaut logiciel, le bug, mais aussi la partie qui a passé les tests et le déploiement en production et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a plusieurs barrières qui ont dû être passées et pas seulement une seule barrière en fait. Et ça revient aussi, moi je travaillais avant, en fait on ne faisait pas de déploiement en production en masse. Et ça me surprend aussi qu'ils poussent une mise à jour de manière aussi massive sur la planète complète. Et ils peuvent très bien dire on fait 10% de la planète et après des autres 10% et ainsi de suite. Et si tout se passe bien, déployer en masse. Donc je pense qu'il y a un processus de déploiement sur lequel ils peuvent apprendre. Et pour le client, justement, qui lui reçoit cette mise à jour, il pourrait la tester aussi lui-même comme ça a été dit, c'était dans le cas présent. Mais là, on arrive sur le sujet un petit peu justement de cet échange, c'est la confiance. C'est-à-dire que c'est des solutions de sécurité sur lesquelles on a transféré finalement une partie de notre veille de cybersécurité, de prise en compte de tous ces incidents-là. Et du coup, on délègue aussi une certaine confiance. Et quand on reçoit une mise à jour de ce prestataire de sécurité, on ne va pas forcément retester en fait, que la solution qu'il nous donne soit de qualité ou ne soit pas source de problème. Donc c'est vrai que là, on a, je pense, eu un excès de confiance dans ces solutions de sécurité parce que justement, on délègue. Et puis quand on délègue, on ne va pas forcément repasser derrière pour revérifier totalement le process. Thomas, tu me proposes une super transition parce que je voulais aller sur la confiance numérique. On va en parler un petit peu durant cet entretien. J'avais envie de vous demander pour vous, qu'est-ce que c'est cette confiance numérique? Parce que même moi, j'ai quand même du mal aussi à poser une définition derrière ça. Peut-être qu'il ne faut pas poser de définition. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? Et puis pourquoi on en parle beaucoup aussi, c'est cette question-là. Est-ce qu'on a perdu la confiance dans les systèmes ou... Allez-y, grosse question. Alors, au niveau de définition, je suis très d'accord avec toi. Il y a des choses, des concepts dans la vie qu'on a du mal à définir parfaitement de manière courte. Confiance en fait partie. Il y a aussi le bonheur. On ne peut pas définir le bonheur. Mais on peut définir un peu les dimensions et les choses liées à la confiance. C'est vrai que la numérisation a certainement perturbé la confiance qu'on avait anciennement dans la société. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est que la numérique permet vraiment des choses que le monde qu'on avait avant le numérique ne le permettait presque pas, où ça demandait énormément d'efforts par juste quelques acteurs. Par exemple, que des grandes nations ou des grandes sociétés informatiques qui permettaient. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire de manière assez facile à tous les niveaux. Un jeune de 15 ans avec un peu de connaissances informatiques peut cloner la voix de n'importe quelle célébrité, peut créer des vidéos un peu comme celle qui est en train de s'enregistrer ici, de manière très réaliste, de n'importe qui, en faisant dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc en fait, un des indicateurs de confiance qu'on avait avant, qui était voir était croire, n'est plus vrai. Alors de plus en plus, la numérique et ce qui vient après, comme l'intelligence artificielle et la complexification des systèmes, fait que certains de ces indicateurs de confiance sont en train de disparaître. Ou en tout cas, on ne peut pas y compter autant qu'on comptait avant. Donc il faut aller pratiquement depuis le départ, remettre tout en question et redéfinir dans le monde numérique d'autres bases, d'autres indicateurs de confiance qui ne sont pas forcément les mêmes
dont on avait l'habitude de voir dans le monde d'avant. La standardisation, parce que je sais que tu travailles beaucoup sur ce sujet, est-ce que c'est un début de réponse à cette confiance ? En tout cas, il faut des conventions. Donc, si on donne des indicateurs de confiance pour créer la confiance, il faut que ça soit dans un langage qui soit compréhensible par tout le monde. Et ce langage est défini par des normes. Je vous donne un exemple concret. S'il faut informer l'utilisateur qui regarde une photo, qui écoute une voix, quelle était la provenance de cette information, comment ça a été créé, il faut avoir un langage qui est compréhensible par des machines et par l'homme. Ce langage doit être défini par une norme. Parce que si chacun commence à le faire à sa manière, bon, il y aura un nombre infini de possibilités, et puis peut-être l'information est là, mais on n'arrive pas à le décoder, parce que c'est écrit d'une façon qu'on ne connaît pas. Intéressant. L'IA ne pourrait pas arriver justement à décrypter l'ensemble de ces langages ? Oui, certainement on peut, mais il ne faut pas oublier de nouveau que l'IA, c'est un outil. L'IA n'est pas vraiment une solution à tout. Il y a déjà des coûts associés. Donc là où on peut gagner un petit peu de coûts, ça aide. Donc au lieu de demander à l'IA, qui va demander des ressources très importantes, de nous déchiffrer tout, mais vraiment depuis zéro, et puis des milliers de façons différentes de, par exemple, indiquer la provenance d'une information pour savoir est-ce qu'on peut y faire confiance ou pas, on peut aussi définir une norme. Et cette norme va permettre à tout le monde, de la même façon que maintenant on a décidé, on veut parler en français. Si je décide de parler en chinois, et que mes collègues, chacun parlait une différente langue, on ne pouvait pas vraiment communiquer. Donc, vraiment, la langue qu'on a utilisée maintenant, qui est le français, est notre norme, notre standard. Et il faut ce genre de définition aussi. On ne peut pas complètement laisser au chaos si on veut communiquer de l'information de manière efficace. Maintenant, les normes sont importantes aussi au-delà de l'interopérabilité, et aussi apportent peut-être une certaine confiance supplémentaire, parce que les normes normalement sont faites par un groupe d'experts qui sont supposés connaître ce qu'ils font. Et donc si une norme propose quelque chose pour apporter de la confiance dans le monde numérique, on peut y croire un peu plus que si n'importe qui se lève et puis dit « moi je pense que c'est comme ça que ça doit être fait ». Donc les normes apportent aussi un petit peu de crédibilité, parce que on sait que ça vient d'un groupe d'experts qui se sont mis, ils sont supposés connaître ce qu'ils font. Maintenant, il ne faut pas complètement aveuglement y faire confiance non plus, mais ça donne un peu plus de crédibilité. Et finalement, souvent, les certifications de systèmes, qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est très important, dépendent normalement des normes. Et la certification, déjà même dans le monde avant numérique, c'est très, très important. Quand vous prenez, je sais pas, un appareil électrique, je sais pas, un fer à repasser, il y a un label suisse qui dit on a testé, vous ne serez pas électrocuté sous utilisation de conditions d'utilisation normales. Alors il faut qu'on aille vers ce genre de aussi certification dans le système numérique, de plus en plus, et ne pas vraiment prendre n'importe quoi. Regarder qu'est-ce qu'il faut comme certificat avant de vraiment utiliser même une application ou un outil informatique. Maintenant, les gens, pour les inciter encore plus pour le faire, ces mêmes certificats, les législateurs peuvent même encourager
sinon même imposer que certains certificats soient présents pour que les fabricants et les vendeurs des logiciels, les vendeurs des matériels, etc., puissent le vendre dans un pays, par exemple. Peut-être juste pour rebondir sur ce qui m'a été dit, pour donner un exemple, c'est vraiment la confiance dans le numérique, c'est vraiment la confiance sur l'information qui est véhiculée et puis sur le traitement qui est fait de cette information. Et une application des certificats, tel que ça a été dit, c'est ce qu'on retrouve sur son navigateur web aujourd'hui. C'est-à-dire quand on va sur un site, on a un site qui est avec un petit cadenas, c'est sécurisé parce que justement, il y a eu ces échanges de certificats qui créent cette confiance entre le site web que vous consultez et le client qui consulte ce site web. Donc c'est juste pour illustrer en fait ce qui vient d'être dit, qui est une utilisation qu'on a quotidienne de ce système-là. Mais la confiance, c'est pas que sur Internet, c'est aussi le paiement qu'on va faire tous les jours quand on va transférer son argent et ainsi de suite. Donc la confiance numérique, c'est vraiment très large et du coup, ça nous impacte quotidiennement, on va dire. Sylvain, sur cette confiance numérique, je rejoins mes collègues. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a la confiance de l'information et sa provenance. Donc, on parle plutôt d'authenticité, d'intégrité de l'information. Et on le voit avec les deepfakes, qu'on a de plus en plus de peine à faire confiance à ce qu'on reçoit comme information. On a la partie je confie mon information au système numérique et j'ai pas envie qu'elle soit révélée à l'ensemble de la planète. Donc, tout ce qui est confidentialité. Et finalement, une autre chose, c'est qu'on dépend de l'informatique, donc de la disponibilité du système. On l'a vu avec l'actualité tout à l'heure, que tout d'un coup, l'ensemble du système, on va dire, humain peut être mis à mal si le système informatique ne fonctionne plus. Donc on revient sur les principes de base qui sont confidentialité, intégrité, authenticité et disponibilité. Mais ça définit toujours le sentiment de confiance, c'est quelque chose d'humain et qui est difficile à exprimer, comme l'a dit Touraj, comme le bonheur, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un transfert de cette confiance entre d'autres personnes ou entités dans le numérique ? Je m'explique, on fait confiance à l'État, par exemple en Suisse. Par contre, quand il y a un paiement, effectivement, à qui fait-on confiance quand il y a ce transfert ? Alors, j'imagine qu'il y a les banques, mais il y a aussi d'autres choses en parallèle. Est-ce qu'on déplace pas un petit peu cette confiance, et c'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup et qu'on doit la remettre au centre des préoccupations ? Oui, en fait, c'est une excellente question. Et c'est un autre aspect aussi, même si on ne peut pas définir la confiance, c'est un autre aspect de la confiance. Et on peut démontrer même mathématiquement, il y a des gens qui sont amusés de le faire, c'est que dans un système fermé, il n'y a pas finalement 1 million de façons différentes pour créer la confiance. Souvent, la confiance, et jusqu'à récemment, c'était vraiment comme ça, même dans le monde numérique, on faisait confiance à un tierce entité, soit une personne en qui on avait confiance, soit une organisation en qui on avait confiance. Et puis, c'est comme ça que les gens qui ne se connaissaient même pas pouvaient se faire confiance. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si moi j'ai un billet de banque qui a été imprimé par la Banque nationale suisse et que je donne ça à quelqu'un, si cette personne sait que ce billet de banque a été imprimé, pas par moi, le faussaire, mais par la Banque suisse, on fait confiance, on prend et on considère qu'il y a une valeur. C'est la même chose exactement avec l'information. Alors si je donne une information à quelqu'un, il faut que quelqu'un certifie que cette information est effectivement venant de moi pour que l'interlocuteur puisse, sur Internet par exemple, et avoir au moins un minimum de certitude que c'est effectivement ce que j'ai dit et que ça vient vraiment de moi. Et jusqu'à récemment, la quasi-totalité des systèmes informatiques qui devaient être sûrs étaient basés sur ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment ce qu'on appelait des tiers de confiance et qui créaient des certificats. Et en montrant ces certificats qui ne sont pas différents des billets de banque, ou qui ne sont pas différents des cartes d'identité créées, c'est comme ça qu'on crée une relation de confiance, même entre deux entités qui ne se connaissaient peut-être même pas et qui ne se connaîtront jamais. Et plus récemment, il y a d'autres architectures qui sont plus distribuées,
qui sont proposés avec des systèmes basés sur des blockchains, par exemple. Là, ça a un peu plus de mal à faire son chemin parce que, bon, déjà, si on ne doit plus nécessairement faire confiance à une banque ou à une autorité, ça, quelque part, la banque ou l'autorité perd un avantage qu'ils avaient, qu'ils n'auront plus. Donc, déjà, il y a cette complication, il y a une résistance qui se crée. Et de l'autre côté, on ne sait pas encore quels sont les côtés négatifs, justement, et des problèmes nouveaux qui pourraient être amenés. Parce que s'il n'y a personne qui gère et qui gouverne la chose, où ça va? S'il n'y a jamais un problème, comment est-ce qu'on résout même ce problème si tout d'un coup un chaos se crée? Mais ce qui est important de dire ici, c'est que la confiance, de nouveau, a des dimensions multiples. Et il faut vraiment toutes ces dimensions pour pouvoir le créer. Plus on a des indicateurs, plus cette confiance se crée. Après, si je peux rajouter... Vas-y, je rajoute après. Juste pour dire que le numérique n'amène pas que des problèmes, il amène aussi des solutions, et notamment en confiance. On parlait de billets, de moyens de paiement. Vous voyez que quand on prend un billet, il y a plein de systèmes de sécurité pour essayer d'éviter qu'on puisse faire des faux billets, mais c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui est novice en la matière de détecter ce qui est un faux billet et ce qui n'est pas un vrai billet et un faux billet, quoi. Alors que dans le numérique, si vous voyez une carte de paiement, par exemple, le système est basé justement sur des autorités de confiance, des certificats et ainsi de suite, et faire une fausse carte de paiement, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, juste pour montrer que finalement, le numérique n'amène pas que des problèmes, au contraire, il peut amener certaines solutions. On le voit sur les papiers d'identité également, où certes, il y a des mécanismes papier qui essayent d'éviter qu'on puisse contrefaire ou manipuler un document sécurisé, mais il y a aussi des puces à l'intérieur ou des systèmes qui sont basés justement là encore sur des autorités de confiance qui permettent de sécuriser ces documents-là. Donc, une fois de plus, le numérique n'amène pas que des problèmes, et notamment en termes de confiance, il peut amener beaucoup de solutions aussi. Il laisse beaucoup de traces. Il laisse des traces, mais ça c'est... Il faut y revenir dessus, je pense. Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport aux tiers de confiance, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des tiers de confiance, comme la banque, ou les autorités de certification. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la confiance, on ne délègue pas juste à un seul tiers, mais j'ai l'impression à beaucoup de tiers. Par exemple, si on reprend le billet de banque et que je donne 20 francs à Tourage, il sait que je vais donner le billet. On n'a pas vraiment plus besoin de confiance que ça. Si maintenant je dois transférer de manière électronique à Tourage, je dois faire confiance à mon téléphone, à son système d'exploitation, au réseau de communication, ainsi qu'à tout le système qu'il y a derrière et à tous les fabricants de l'application et du système d'exploitation. Et en fait, on doit faire confiance à l'ensemble des acteurs. Et c'est plus juste un tiers, c'est beaucoup d'autres personnes qui rentrent dedans. Et il y a une chose qui ressort aussi dans la confiance. Et on peut prendre par exemple l'exemple de Linux, qui est le système d'exploitation open source, et c'est la transparence. En fait, le fait que les gens puissent voir et comprendre ce qu'il y a dedans ajoute une forme de confiance aux utilisateurs. Donc là, on voit on croit ce que l'on voit d'une certaine manière. Exactement. on peut aller nous-mêmes vérifier avec nos yeux le code. Il y avait aussi la confiance dans les systèmes d'information. Et là, ça nous emmène un peu vers la cybersécurité. Je te regarde toi, Sylvain, mais ça concerne tout le monde. Quel est l'état en Suisse de la cybersécurité, j'ai envie de demander, dans les entreprises? Je crois qu'il y a plusieurs années, c'était encore quelque chose où il fallait faire beaucoup de sensibilisation. Je crois qu'il n'y a plus besoin aujourd'hui, mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est quand même bien protégé dans les entreprises? C'est une question compliquée. Je ne sais pas si j'ose répondre pour les entreprises, mais en fait, je vais donner juste mon impression, parce que je ne sais pas si c'est la réalité exacte, mais j'ai l'impression que les entreprises, une bonne partie a pris conscience du danger et du besoin de cybersécurité pour établir la confiance avec ses clients et ses partenaires. Donc la sécurité est nécessaire à la confiance. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Je dirais pas que toutes les entreprises sont sécurisées. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui sont très très en retard, il y en a qui sont plutôt en avance. Et
voilà, on doit avoir quelque chose d'assez hétérogène sur le tissu industriel. Et c'est vrai que finalement, la sensibilisation est assez importante. Par chance ou malchance, on a eu quelques cas récemment qui ont mis en lumière les dangers que pouvait avoir un incident cybersécurité. Je pense aux communes ou à d'autres sociétés. Il y a des sociétés qui ne sont pas relevées en fait, de certains incidents de sécurité. Et je pense que ça a permis de sensibiliser les entreprises à se dire « Ok, en fait, si je ne le fais pas, je vais vraiment avoir des problèmes, que ce soit légaux ou financiers, ou avec mes clients. » Je pense aussi, par exemple, à des cas de... je ne veux pas dire le nom, mais de systèmes de facturation et de comptabilité, ou des choses comme ça, qui ont eu des impacts assez énormes sur leur fonctionnement business. Et je pense que ça, c'est malheureusement la meilleure des sensibilisations pour le tissu industriel. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des conséquences qui se voient et d'autres qui se voient un peu moins, où certaines cyberattaques passent sous le radar des médias, peut-être. Peut-être de tout le monde, même. Je pense qu'il y a plein de cyberattaques dont on n'est pas au courant qu'elles ont eu lieu. Il y avait aussi sur cette partie cybersécurité, mais je pense que ça concerne un peu tout le numérique ou même la société, sur cette pénurie de talents pour lutter contre cette cybersécurité. Je sais que tu travailles aussi sur ce sujet-là, et notamment Black Alps, qui réunit aussi des professionnels. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les actions qu'on peut mener pour avoir plus de jeunes ou de reconversion professionnelle vers ces métiers-là? Alors, je pense que, je parle au nom de la HLGVD, mais toutes les écoles ont réagi et proposent des formations dans ce domaine-là, que ce soit de la cybersécurité ou des formations qui sont proches, dans la forensique numérique, par exemple. J'ai l'impression que les écoles ont mis en place un certain nombre de choses. Les volets sont en augmentation. Donc, en tout cas, chez nous, on a de plus en plus d'étudiants. Thomas me confirmait hier que c'était l'une des plus grandes volées qu'il a jamais eues. Et je pense qu'à l'EPFL, en cybersécurité, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on a on va dire, un écosystème avec un système de formation qui est complémentaire et qui permet aux étudiants de se former dans ce domaine-là. Maintenant, j'ai pas toujours l'impression que ça intéresse les jeunes ou les très jeunes. En fait, il y a peut-être de la sensibilisation à faire aussi auprès des jeunes en leur disant finalement la cybersécurité c'est quelque chose d'intéressant, c'est un impact sociétal et puis il faut aller dans cette voie finalement pour contribuer à l'ensemble de l'écosystème. Et souvent ils s'en rendent compte un peu plus tard quand ils sont déjà dans l'industrie, puis ils disent ah ouais en fait j'aimerais avoir une formation en cybersécurité qui complémente ma formation en réseau ou logiciel ou en forensique. Et du coup, là, ils font plutôt des post-formations. Et ça, certaines écoles en proposent aussi, peut-être de manière un peu moins étoffée aujourd'hui. Là, je rebondis un petit peu justement sur ça. C'est vrai que on sensibilise des gymnases justement que, par exemple, de notre côté, au niveau forensique, l'école des sciences criminelles, qui est certes la plus vieille école de police scientifique du monde, puisqu'elle est créée en 1909, mais qui a su prendre ce virage numérique. Donc, comme les autres écoles, c'est vrai que ce virage numérique a été pris, je pense, à temps par beaucoup d'écoles. Mais ce que je voulais juste rajouter, c'est que la formation continue aussi est quelque chose qui est relativement important. Au niveau de la formation continue unie l'EPFL, nous, on a créé ce CAS, investigation numérique et analyse de données, par exemple, qui justement a vocation à former à la fois les professionnels qui sont proches du secteur, mais aussi des personnes qui souhaitent réorienter leur carrière et qui partent sur l'aspect de l'investigation numérique, la cybersécurité. Et c'est là que c'est important également d'offrir une formation qui ne soit pas uniquement destinée aux plus jeunes, mais aussi à ceux qui souhaitent soit se spécialiser, soit réorienter un peu leur carrière. Justement, donc je viens d'apprendre que tu as une des plus belles volées. On s'exprime comme ça cette année. On peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est chouette. Alors c'est vrai que comment dire, la police criminelle ou tous ces mots-là, c'est un petit peu sexy d'une certaine manière. Ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes qui ont envie vraiment de y aller, et de la jeune génération. Pour encore un peu accentuer cet élan, est-ce que tu aurais une enquête à nous partager ou alors, peut-être pas au niveau de séries américaines, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu que tu pourrais révéler aujourd'hui? On en a beaucoup sur lequel, personnellement, avec ma première carrière en gendarmerie française, j'ai pu contribuer, ou d'autres, depuis que je suis arrivé justement à l'école des sciences criminelles, un peu plus de 5 ans maintenant, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a à la fois l'enseignement, la formation continue, la recherche, mais aussi ce laboratoire de police scientifique, c'est-à-dire qu'on a une petite entreprise au sein de l'école
qui est elle-même au sein de l'université. Et dans ce laboratoire, donc on est, on va dire, on est sollicité pour réaliser des expertises, des mandats de recherche qui peuvent être des choses plus traditionnelles, le stupéfiant, l'examen de documents, ou des choses numériques. Dans le cas particulier, pour répondre à la question, une des premières affaires que j'ai pu traiter, seulement 3 semaines après être arrivé, c'est une demande de l'Agence mondiale antidopage qui avait reçu des données qui étaient saisies dans le laboratoire de Moscou dans le cadre d'une investigation d'ampleur, puisque c'était finalement essayer dans le cadre d'un supposé dopage d'État de la Russie, essayer de voir si les données qui étaient collectées dans ce laboratoire pouvaient souligner, finalement, matérialiser, on va dire, ce dopage institutionnalisé. Et pour ceci, il fallait exploiter les traces numériques qui étaient présentes sur ces serveurs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des rapports, on va dire, de la Cour arbitrale du sport qui permet d'aller dans le détail. Mais juste pour expliquer certaines choses, ce qu'on a pu voir, par exemple, c'était dans ce laboratoire des résultats d'examens sanguins ou autres qui étaient finalement manipulés, c'est-à-dire par exemple des PDF, quelqu'un avait changé ses valeurs pour un résultat qui est positif, le transformer en un résultat négatif, ce qui peut être intéressant pour lutter si on veut essayer de cacher des activités de dopage. Mais ce qui était intéressant dans ce cas particulier notamment, c'est qu'il y a eu beaucoup de manipulations qui ont été faites et qui, dans un premier temps, finalement, nous ont fait croire que des effacements ou des choses comme ça s'étaient passées il y a quelques années. Et en allant plus loin, en exploitant finalement les traces numériques qui étaient présentes, on a pu voir que qu'on pensait dans un premier temps s'être réalisé il y a quelques années n'avait été réalisé que quelques jours, semaines, finalement, avant que les données avaient été collectées. Juste, par exemple, en changeant la date, finalement, du système de l'ordinateur, on peut faire croire, finalement, que des activités, des actions ont été faites il y a quelques années. Et c'est justement ce qui a été intéressant dans cette affaire-là, c'était que c'était vraiment l'exploitation très fine des traces qui ont permis de révéler toutes ces manipulations. Et finalement, c'était... Honnêtement, en plus de 15 ans, même plus de 20 ans maintenant d'expérience dans le domaine, c'est la première fois qu'on voyait des activités qui avaient été faites dans le but de cacher des activités criminelles, mais surtout de les imputer à quelqu'un d'autre, par exemple, pour écrire une histoire différente de celle qui était réellement faite. Parce qu'en principe, un criminel va essayer de cacher ses activités, mais ne va pas forcément essayer de les imputer à quelqu'un d'autre. Et ce qui était le cas particulier dans cette affaire-là, et qui a... en plus, un impact relativement important, puisque c'est suite à ces rapports et l'investigation qui était faite par les services d'investigation de l'Agence mondiale antidopage, finalement, qu'il y a eu le passage au tribunal et la Russie qui a été, dans un premier temps, on va dire, empêchée de participer aux Jeux Olympiques et d'accueillir l'organisation d'activités sportives internationales. Pourquoi choisir votre laboratoire pour une affaire aussi importante et en plus un petit peu loin ? Alors, plusieurs raisons. Déjà, parce que le laboratoire a déjà une renommée, on va dire, sur d'autres activités, pas forcément l'activité du numérique, puisque c'est vrai qu'effectivement, dans le laboratoire, c'est quelque chose qui était plutôt récent. Mais il y avait déjà des travaux qui avaient été faits sur d'autres examens, notamment l'examen de bouteilles, puisque c'était une première question, c'était l'ouverture. Est-ce qu'il était possible d'ouvrir des bouteilles qui étaient censées contenir de l'urine et qui est censées être... pas inviolable dans un sens, mais qui devait laisser des traces si jamais elles étaient ouvertes, et qui étaient plus ou moins réputées comme étant très sécurisées. Donc il y a eu un premier travail qui a été fait notamment dans ce cadre-là. Et une deuxième chose, en dehors de la renommée de l'école et de son laboratoire, la deuxième chose, c'est aussi finalement la proximité de l'Université de Lausanne et du monde du sport, entre le CIO, l'Agence mondiale antidopage, toutes les fédérations internationales, que l'on essaye de cultiver, qu'on essaye justement de maintenir à jour et finalement d'essayer d'avoir cet échange dans cet écosystème, de nous-mêmes participer une fois de plus, puisqu'on arrive sur la participation de nos grandes écoles sur
sur le tissu économique. Là, pour le sport, on s'investit. À titre d'exemple, par exemple, j'ai débuté une thèse, un doctorant qui a débuté une thèse sur le e-sport. Comment on peut, est-ce qu'il y a des fraudes dans le e-sport et comment on peut traiter des questions de dopage numérique, par exemple. Parce que justement, il y a cette proximité entre le sport, l'université et des acteurs comme le CIO ou autres. C'est vrai que c'est encore une zone, c'est le Far West, l'e-sport. Il n'y a pas de réglementation, il y a très peu de... Tout est à construire. Il y a des choses, on va dire, qui finalement s'intéressent, qui reprennent en partie ce qui est fait dans le sport traditionnel, en partie, puisque c'est un développement un peu plutôt parallèle. Mais là, je ne pourrais pas toujours vous répondre maintenant, parce que c'est vrai que justement, c'est ce qu'on essaye d'analyser dans le cadre de cette thèse qui fait partie d'un réseau, on va dire, international et européen de thèses sur le sujet. Magnifique. Bravo pour cette enquête. Merci. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. On est obligé, quand on parle de numérique aujourd'hui, c'est l'IA. J'aurais voulu un petit peu savoir qu'est-ce que vous observez, quels sont les impacts de l'IA dans vos domaines respectifs. Comme c'est un peu cliché, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'on peut utiliser à des bons comme des moins bons fins. Donc, ça fait partie d'une longue histoire de civilisation depuis que les hommes de caverne ont commencé à utiliser des outils. On peut utiliser une pierre pour préparer ou chasser sa nourriture, mais on pouvait aussi aller tuer quelqu'un d'autre avec. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est indéniable, a ouvert la porte à beaucoup de choses fantastiques. Et je vais vous donner des exemples concrets parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas vraiment survoler tout. Aujourd'hui, nous sommes autour d'une table, on a des caméras qui nous regardent, des microphones qui nous écoutent, et puis après, une fois que l'enregistrement est fait, il faut que les gens très talentueux se mettent à éditer un petit peu le tout, et puis couper ici, faire une transition entre ce point-là et ce point-là, et puis finalement, on aura quelque chose qui sera prêt et que les gens vont après pouvoir regarder et avoir un plaisir à le faire. Et beaucoup de ces étapes peuvent être faites aujourd'hui, et si ce n'est pas aujourd'hui, vraiment dans peu de temps, par l'intelligence artificielle. Attends, on peut dire, mais c'est très négatif, parce que après, que font ces gens très talentueux? Ils vont avoir la possibilité d'utiliser ces outils, parce qu'ils perdent aussi beaucoup de leur temps, à faire des travaux assez mécaniques ou semi-mécaniques. Ils peuvent dégager du temps pour faire de plus en plus de créativité, des créations positives. Donc, de nouveau, pour vous donner un exemple hollywoodien, il y a 20 ans, c'était monnaie courante de dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars ou de francs suisses pour faire une petite séquence d'une minute ou deux dans un grand film hollywoodien, en utilisant des outils et des talents surtout. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, n'importe qui pourrait le faire, même sur son ordinateur portable. Et des fois, les coûts sont vraiment dérisoires. Ça se compte en quelques francs ou quelques dollars. Donc tout ça, ça nous ouvre vraiment des perspectives très intéressantes. Et ça va remplacer, l'intelligence artificielle va remplacer pas mal de travaux, mais des fois aussi, je me demande si certains des travaux et certains jobs qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle ne seront pas mieux. Parce que des fois, certains de ces jobs sont à la limite de la dignité humaine. Donc, peut-être qu'on doit trouver vraiment des jobs dignes aussi pour tout être humain. Mais évidemment, c'est aussi indéniable et on voit déjà les résultats que l'intelligence artificielle est utilisée maintenant dans la fraude. Donc, on a parlé de quelques exemples. Il y en a d'autres où l'intelligence artificielle a été utilisée pour frauder des gens, pour leur soutirer de l'argent, et pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et faire, si c'est pas de la mauvaise pub,
à quelqu'un d'autre. Et tous ces problèmes aussi, il faut les résoudre. Donc l'intelligence artificielle, maintenant, vraiment, je crois, est un des défis les plus redoutables dans la cybersécurité. Donc ça crée pas mal de problèmes dans la cybersécurité, mais c'est un peu bizarre de le dire, mais en même temps, l'intelligence artificielle, c'est aussi un outil parfait pour aider à résoudre pas mal de problèmes de cybersécurité qui existaient et qui sont à apparaître. Est-ce que tu confirmes, Sylvain ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a cet usage de bonnes choses et de choses malveillantes. Et effectivement, on voit que l'intelligence artificielle est utilisée, par exemple, pour faire de l'arnaque au sentiment ou ce genre de choses, pour pouvoir répondre et créer des conversations et finalement se faire passer pour quelqu'un, ou d'autres attaques pour des transactions finalement financières derrière. Donc on voit que l'intelligence artificielle est très utilisée. Elle est aussi très utilisée pour la défense, pour la détection d'anomalies, de fraude bancaire. Donc finalement, elle est aussi positive de ces côtés-là. Et c'est vrai je pense qu'il y a un chemin assez grand qui va s'ouvrir, tant sur comment est-ce qu'on va pouvoir détecter ces actions malveillantes, comment on va pouvoir exploiter les bienfaits de l'IA pour pouvoir se sécuriser. Et finalement, il faut aussi sécuriser l'IA contre les détournements du fonctionnement de l'IA, qui est encore un autre domaine. C'est marrant, on recevait ce matin une personne qui propose en fait un jumeau digital, donc qui est un agent IA qui est votre double et qui vous permet en fait de répondre au téléphone sur des choses qui sont donc elle peut prendre votre voix, etc. Ça emmène au deepfake. Donc lui, il voit tellement l'opportunité et le bienfait d'avoir un double d'une certaine manière pour gérer du quotidien. Et puis si on le regarde la question que je me posais, c'était de savoir, est-ce qu'on indique que c'est une IA qui utilise votre voix, qui reproduit votre voix pour répondre au téléphone, ou envoyer un WhatsApp ou toute autre interaction. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est une solution aussi d'indiquer vraiment qu'est-ce qui vient de soi et de son jumeau virtuel ou de tout autre système informatique sous intelligence artificielle? J'arrive moins à m'exprimer, mais je crois que vous voyez l'idée. Vous avez raison, mais la réponse en fait est assez claire dans la plupart des pays au monde. Beaucoup de pays aujourd'hui, pour des raisons qu'on a entendues, se penchent sur la législation autour de l'AI. Et même il y a des régions comme l'Union européenne qui l'ont fait. La plupart, la quasi-totalité, et j'oserais même dire le 100% pratiquement, de toutes les législations qui ont été approuvées ou qui sont en train d'être approuvées autour de l'intelligence artificielle disent que si l'intelligence artificielle est utilisée dans la manipulation des contenus, des informations, ça doit être annoncé de manière claire pour que tous ceux qui accèdent à l'information puissent savoir. Maintenant, ça ne change rien si c'est un fraudeur qui va créer une voix ou une vidéo pas authentique, donc deepfake, de quelqu'un, ou bien c'est moi-même qui crée ça pour moi-même. Il faut que ça soit annoncé, indiqué. Ça, c'est ce que la quasi-totalité des législations dans le monde entier vont imposer, si ce n'est pas déjà le cas. Mais est-ce qu'on peut vraiment trancher ? Parce que des fois, c'est de la co-création avec... moi, je ne saurais pas dire quand... Vraiment, un sujet, un exemple. Quand j'écris un email, je donne des idées, puis le LLM me reformule. Ah oui, alors là, on parle d'une autre chose. Est-ce que c'est 100% moi ? Est-ce que c'est 100%... Ah, pardon, d'accord. Oui, alors il y a deux choses. Vas-y, Sylvain, si tu veux. Oui, donc il y a le problème de copyright et le droit d'auteur, qui est différent des problèmes d'authentification et de sécurité au-delà de copyright. Donc c'est deux problèmes différents. Peut-être, Sylvain, tu veux... Oui, en fait, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais avant. Pour moi, il y a le côté bienveillant et malveillant, et il y a le côté à qui appartient la propriété intellectuelle. Ouais, mais le côté bienveillant et malveillant, si on reprend l'exemple des billets, c'est la même chose. Si je suis bienveillant et que je fais une photocopie d'un billet, je vais vraiment le noter, c'est un faux, et puis les enfants, vous pouvez jouer avec. Si je suis malveillant, je vais faire un faux billet,
Et évidemment, je vais pas noter que c'est un faux si je veux l'utiliser. Je pense qu'avec l'IA, c'est la même chose, en fait. Celui qui est malveillant, il va pas indiquer que c'est son double, parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. Et puis après, il y a le problème de la propriété intellectuelle, qui effectivement est plus discutable. Je sais pas quelle est la position exacte. Oui, en fait, donc, un des problèmes, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, dont on parle aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle, c'est un rêve qu'on connaît depuis les années 60. On en parle, le mot est utilisé autour de là, et puis c'est un rêve, c'est un but. On n'a pas encore atteint vraiment ce but. Mais l'intelligence artificielle, dans le paradigme actuel, en tout cas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones très complexe qui a besoin des données pour apprendre. C'est un peu comme apprendre un perroquet à parler. Alors, le perroquet ne comprend pas forcément la signification des mots qui sont répétés. Donc, c'est pas si le perroquet récite un passage de Shakespeare, c'est pas dit vraiment que le perroquet l'a compris, mais qu'il arrive juste à le réciter. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un perroquet très sophistiqué, mais numérique, qui arrive à faire des choses assez impressionnantes, mais sans vraiment avoir une compréhension au même niveau que l'être intelligent, l'homme aujourd'hui, le voit. Juste que c'est une façade. Maintenant, comme il faut l'entraîner, il faut avoir des exemples. Ces exemples, en général, sont créés par des êtres humains. Et souvent, la plupart en tout cas, ont des droits d'auteur. C'est des livres, c'est des articles des journaux, c'est des films, c'est des photos, c'est des portraits, c'est plein de données, et puis les données surtout multimédia ont des droits d'auteur. À l'heure actuelle, on ne sait pas, il n'y a pas une réponse. On sait que ce serait incorrect qu'il y ait des entreprises, je ne vais pas donner les noms, mais les grands, qui font des millions et des millions, si ce n'est pas bientôt des milliards là-dessus, sur le dos de ceux qui ont créé les contenus, qui ont entraîné le système. Donc là, c'est un problème. Il y a pas mal de procès d'ailleurs aujourd'hui en cours pour essayer, au moins au niveau législatif, donner une réponse à ça. Et il y a d'autres problèmes aussi dans l'AI dont on n'a pas parlé. Je vais juste mentionner, peut-être on va ou pas entrer plus en détail. Par exemple, il y a le problème de transparence. Donc, il faut que l'intelligence artificielle soit ce qu'on appelle explainable, c'est-à-dire on doit vraiment comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle décision a été prise. Il faut que ça soit éthique, parce qu'une intelligence artificielle, et ça a été, c'est pas des cas fictifs, c'est des cas réels où il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été entraînés, par exemple, pour reconnaître le visage à travers des caméras de vidéosurveillance, des visages des criminels ou des possibilités, si vraiment quelqu'un est potentiellement criminel, a un comportement bizarre, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut lui poser. Et puis, il se trouve qu'il y a des biais. Par exemple, le système, parce que probablement ça n'a pas été entraîné suffisamment bien, donne des très mauvais résultats sur certaines races, certains genres. Pour être clair, par exemple, les systèmes, comme il n'y a pas eu beaucoup d'exemples des femmes de couleur, ça donne il y a des biais envers des femmes de couleur. Le système choisit plus des hommes de couleur ou des femmes de couleur dans certains cas, mais ça devrait pas. Et donc il faut amener comme c'est tout vraiment numérique, et justement il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, il faut amener un petit peu d'éthique dans la chose. C'est pas parce que statistiquement il y a certaines races ou certains genres qui se trouvent plus dans les prisons qu'il faut dire ces gens-là sont nés et sont innément criminels statistiquement. Il faut regarder pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont vraiment dans un environnement, il y a une historique, et il y a des raisons sociales qui fait que c'est arrivé. L'intelligence artificielle ne regarde pas ce genre de choses parce que c'est un perroquet. L'intelligence artificielle observe et prend des conclusions qui, des fois, partent des principes éthiques des humains. Donc, il faut aussi des considérations éthiques, et il faut vraiment reprogrammer quelque part ces intelligences artificielles pour qu'ils atterrent à des valeurs éthiques des humains.
Donc, la liste est longue. Je vais arrêter là parce qu'on va passer la journée à cette discussion non plus. Non, mais c'est vrai que quand on se lance sur le sujet de l'IA, on pourrait... ça bouleverse tout. Donc, c'est aussi tout à recréer. C'est aussi ça qui est chouette dans ce qu'on vit. Juste pour terminer, les outils d'IA, dans ta spécialité, ça vous aide beaucoup ou... C'est quelque chose c'est comme ce qu'on vient de dire juste avant. C'est à la fois un outil qui nous aide à traiter le volume toujours plus important d'informations, parce qu'il y a de plus en plus de traces numériques qu'on laisse, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de choses à traiter. Et c'est sûr que des mécanismes, des systèmes qu'on peut entraîner pour traiter certaines informations, essayer de trier ou autre, c'est quelque chose qui nous peut faire gagner du temps. Mais par contre, ma spécialité s'inscrit bien souvent, on va dire, dans le cadre par exemple, d'un processus judiciaire ou autre, où au final, à la fin, on va prendre une décision de justice, où on va aider quelqu'un à prendre une décision de justice. Et là encore, on revient sur le fait qu'il faut que ça soit explicable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une boîte noire sur laquelle on appuie sur un bouton et puis après, on donne une valeur qui va peut-être sans doute conduire des décideurs à poursuivre quelqu'un ou autre, et ce qui peut être une problématique. Donc là, faut une fois de plus avoir cette confiance dans l'outil par le fait qu'elle soit transparente, qu'elle puisse être explicable, qu'on arrive voilà, ça c'est une première chose. Et puis après, il y a l'autre pendant qui est vraiment les criminels l'utilisent déjà, puisque on parlait tout à l'heure des romans scam ou autres, où on va faire des fake audio ou autre. Et personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose, ça a toujours existé. Tout à l'heure, vous parliez de est-ce qu'on doit s'annoncer sur le fait qu'on utilise de l'IA. Est-ce qu'on annonçait avant aussi, on peut faire le parallèle, Est-ce que quand on retouchait des images avec un coup de Photoshop sur des images, sur des magazines ou autres, on ne faisait pas forcément de mention comme quoi c'était modifié. Oui, c'est vrai que dans un certain sens... Maintenant, on utilise un autre outil qui va le faire peut-être mieux, peut-être qu'il va peut-être générer complètement la personne, c'est ce qui est un petit peu la différence. Mais là, on demande d'annoncer. Et là, c'est la même chose sur les criminels. Ils avaient aussi des systèmes où ils se faisaient passer pour quelqu'un. Alors, ils utilisaient déjà des systèmes automatisés comme la traduction automatique, puisque certains dialogues avec des gens, d'autres personnes qui essayent de berner, qui n'est pas forcément leur langue. Ils peuvent utiliser Google Translate ou autre dans certains cas. Mais maintenant, ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont faire des deepfakes audio. Vous avez peut-être vu sur Internet ces derniers temps où il y a eu Alain Delon, pour lequel il y a eu un deepfake, il y a eu Florent Pagny aussi. Donc, il y a un certain nombre de personnes sur lesquelles on a essayé de reprendre leur image pour essayer de détourner de l'argent, de personnes qui sont plus crédules, on va dire, par rapport au fait qu'ils peuvent ils s'échangent avec quelqu'un pour lequel ils ont une confiance, une fois de plus. J'ai eu le témoignage d'un chef d'entreprise, je crois en France, qui... on a utilisé sa voix pour donner un ordre de virement. Je crois que c'était quand même 1 million d'euros. Et en fait, le responsable financier l'a fait. Ils n'ont jamais rien retrouvé, mais c'était tellement bien, avec les mêmes mimiques. Enfin, ça a été... Bref. Ça existe maintenant, on le vit maintenant. On pourra en faire quelques démonstrations plus tard, si vous voulez. En tout cas, si on vous mettra en photo sur la vignette YouTube, on vous retouchera un petit peu pour le mieux. On ne le mentionnera pas. Merci. Sylvain, il y a aussi, hors de l'IA, mais une autre évolution technologique qui risque de bien toucher la cybersécurité. C'est la cryptographie post-quantique. Je crois que tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Oui, alors c'est vrai que ces derniers temps, on voit pas mal de travaux de recherche qui vont vers l'ordinateur quantique. Et aujourd'hui, notre système, notre confiance, nos algorithmes cryptographiques sont basés sur des problèmes qui sont difficiles à résoudre par un ordinateur conventionnel. C'est le cas des certificats et finalement des algorithmes de chiffrement et d'authentification qu'on utilise. Et en présence d'un ordinateur quantique, ces algorithmes peuvent être fortement affaiblis, voire même résolus. Donc, effectivement, il y a tout un pan de recherche sur des nouveaux algorithmes cryptographiques qui résistent à la présence d'ordinateurs quantiques. Donc, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, qui est basée sur d'autres problèmes difficiles, des problèmes qui sont difficiles pour les ordinateurs conventionnels et pour les ordinateurs quantiques. Et c'est vraiment important. En fait, aujourd'hui, l'ordinateur quantique n'existe pas. Enfin, il existe, mais pas suffisamment performant pour finalement casser notre
nos communications et pouvoir finalement tout lire en clair. Mais ce qui est important de voir, c'est que si maintenant un État enregistre l'ensemble des communications et que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'ordinateur quantique sort, à ce moment-là, ils pourront casser la cryptographie et déchiffrer toutes les communications qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc c'est important, et c'est pour ça que c'est un pan assez important de la recherche, de changer ces algorithmes aujourd'hui pour qu'ils soient résistants dans le futur. Quand on parle d'innover dans la cybersécurité, est-ce que ce genre d'évolution technologique qui risque d'arriver dans les prochaines années sont pris en considération ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est clair qu'il y a plein de domaines d'innovation dans la cybersécurité. On a cité l'intelligence artificielle. La cryptographie post-quantique est vraiment un domaine d'innovation important parce qu'aujourd'hui, on utilise encore un algorithme, un des plus utilisés, c'est RSA, qui date de 1976. Et finalement, c'est important d'évoluer et de pouvoir prendre en compte finalement les menaces qui sont présentes dans le futur. Et je pense que même dans 10 ou 20 ans, il y a des choses qu'on n'aimerait pas qui soient rendues publiques et qui ont été échangées aujourd'hui. Est-ce qu'au sein du programme SEAL, je fais un petit clin d'œil, il peut y avoir ce genre de projet qui serait à mettre en place justement avec des futures technologies qui risquent en fait de révolutionner ce que vous faites aujourd'hui dans la cybersécurité ? Oui, alors, l'objectif du programme SEAL, c'est justement de contribuer à l'innovation en confiance numérique et cybersécurité dans différents domaines. On a cité les deepfakes, l'intelligence artificielle, la cryptographie post-quantique en est un. Enfin, il y a plein d'autres domaines. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir contribuer financièrement à aider des sociétés à mettre en place des solutions innovantes avec l'accompagnement et les compétences des acteurs académiques, UNI, le PFL et HEGVD, entre autres, ça peut être d'autres aussi. Et finalement, ça va aider la société à se poser les bonnes questions, à profiter des compétences des académiques et à implémenter, mettre en production des choses qui sont nouvelles et innovantes. J'avais envie de terminer cet entretien sur un rappel, ou en tout cas peut-être votre point de vue sur la protection des données privées. Pourquoi c'est essentiel ? Parfois, on entend « j'ai rien à cacher ». Je trouve que c'est toujours important d'exprimer pourquoi en fait on doit avoir des données privées et on a beaucoup de discussions autour de ça et ça me semblait important de le rappeler aujourd'hui ou au moins d'avoir votre point de vue si vous êtes par exemple pas d'accord avec ça, ce qui pourrait être aussi une possibilité de vivre en toute transparence et de tout partager. La vérité, c'est que on ne peut pas être dans une société complètement opaque, donc il faut une transparence. Mais il y a des limites à cette transparence. Quand ça commence à heurter d'autres, à toucher la dignité d'autres, ça s'arrête. On dit d'ailleurs exactement la même chose pour la liberté. Alors, on doit donner une grande liberté aux gens tant que ça n'atteint pas la liberté des autres. Maintenant, la protection de données, quelque part, il faut avoir des données aussi transparentes que possible, parce que c'est le meilleur moyen, pas seulement techniquement, mais en général, pour avoir des yeux qui regardent, qui peuvent... donc tout le monde pourrait regarder s'il y a un processus mis en place par un gouvernement, par une entreprise ou par des individus, et on peut en faire confiance. Donc il faut une transparence totale. Il y a un mathématicien hollandais de nom de Kerckhoff qui a même postulé que le seul moyen de faire des systèmes sûrs, c'est des systèmes qui sont ouverts. Donc il faut que... Mais même ce mathématicien dit mais il faut pouvoir quand même sécuriser le système avec d'autres moyens, par exemple un mot-clé, ou un PIN, un numéro, quelque chose qui permet seulement à certains d'avoir accès et pas d'autres. Donc l'opacité n'est pas bon. Donc ça c'est clair. Il faut avoir une transparence, mais de l'autre côté, il y a quand même dans le monde vrai, il y a des choses que nous avons, donc nos idées nous appartiennent.
On va vers une société qu'on appelle Knowledge Society, donc une société de savoir. Et bon, si on fait vivre avec notre savoir, si c'est ça mon outil pour pouvoir vivre, et si c'est complètement transparent, donc ça ira pas. Parce que je pourrais même pas profiter de mon talent. Et vous pouvez prendre ça et aller à d'autres niveaux. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, des artistes, des chanteurs, des compositeurs, des cinéastes, etc. Donc si tout est libre et tout est accessible, il y a quand même quelque part une base de la société qui va en souffrir. Donc on ne peut pas aller jusqu'à l'extrême. Il faut s'arrêter à un moment donné. Juste pour compléter à ça, j'avais entendu un monsieur qui expliquait et je trouvais ça très parlant, quand on est dans notre cuisine et qu'on danse et qu'on est seul, ça nous appartient et puis on le fait. Si par exemple on avait des personnes qui rentraient à ce moment-là, en fait on est d'une certaine manière gêné, alors que finalement on fait rien de grave, on danse dans sa cuisine. Et je ne sais pas si c'est là où tu voulais... cette image m'est venue dans ce que tu as exprimé. Donc effectivement, c'est une façon très ludique de dire aussi que des fois on fait des choses, on n'a pas envie que ça se trouve sur des réseaux sociaux et que tout le monde en regarde et que tout le monde sache. Des fois, on fait rien de mal. On a vraiment, c'est vrai, on n'a rien caché, mais on n'a pas pour autant envie que le monde entier soit au courant de certaines choses qu'on fait parce que c'est notre petit secret innocent et on est plus à l'aise de garder ça pour nous. Mais au-delà de ce genre de cas, donc ça c'est des cas, peut-être on pourrait dire, c'est des petites choses, etc., ça heurte peut-être quelques petites sensibilités, mais c'est pas pour autant très grave, mais il peut y avoir des choses beaucoup plus graves quand vraiment il n'y a aucune limite à l'accès à l'information et qu'il n'y a pas vraiment une protection, parce qu'il ne faut pas regarder la protection des données seulement avec une optique qui dit il faut cacher quelque chose parce qu'on a vraiment quelque chose à cacher. Mais des fois, on n'a rien à cacher, mais on n'a pas envie de partager. Ou bien on en fait notre vivre. On vit avec ça. Donc on ne peut pas donner accès à tout ce que je crée, toutes mes créations, etc., accessible à tout le monde. Parce que dans ce cas-là, je ne peux pas vivre de ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un me paierait quand ils peuvent l'avoir gratuitement? Dans ce cas-là, oui, bien sûr. Ouais. Ce ne serait pas ton rêve dans les traces numériques de pouvoir avoir accès à tout? Alors justement, c'est ce que j'allais... Pour répondre un peu à la question, c'est vrai que les données personnelles, finalement, ce sont ni plus ni moins que des traces numériques qui sont avec... La première chose, avant de parler de protection des données personnelles, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de sensibiliser ceux qui nous écoutent aux données personnelles et penser vraiment à vos données personnelles sous plusieurs... Déjà, essayer de voir, mesurer finalement le volume qu'il y a, la variété de celles-ci et la valeur qu'elles peuvent avoir. Et rien que ça, si vous faites un peu d'introspection, on se rend compte qu'on a beaucoup de données et finalement, certaines sont très intéressantes et pour peut-être d'autres, mais surtout pour nous. Si on regarde les photos, vos photos personnelles, c'est quelque chose que vous avez une valeur inestimable. C'est-à-dire que si jamais il y a un incendie chez vous, pensez déjà juste aux données personnelles, quelles sont celles qui vont plus vous manquer. Vous avez peut-être des factures, des documents d'identité, mais ça se refait. Vos images, vos photos personnelles de vos enfants, de vos parents, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et si on regarde, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger en termes de cybersécurité, si on peut dire, ou de sécurité des systèmes d'information de façon beaucoup plus globale, qu'est-ce que vous faites pour les protéger? Vous allez peut-être déjà décider de les mettre sur Internet librement, sur un blog, pour le partager. Là, vous avez peut-être aussi vos enfants qui ne vont pas être très contents quand ils vont grandir, qu'on retrouve leurs photos. Donc ça, c'est un problème finalement de vie privée de vos enfants quand ils vont grandir. Mais il y a aussi surtout des choses qui sont plus terre à terre par rapport à la sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que vous faites pour sauvegarder? Est-ce que vous avez des copies de vos photos? C'est-à-dire s'il y a un incendie chez vous, est-ce que ces données-là seront dans le cloud automatiquement sauvegardées? Peut-être tant mieux. Si ce n'est pas le cas, faut peut-être penser à mettre ce qu'on appelle une stratégie de sauvegarde de l'information ou de backup, qui est une bonne procédure. Mais il y a aussi, finalement,
ce qu'on va vouloir exploiter, nous, de mon côté. C'est vrai que vous demandez tout à l'heure, est-ce que c'est pas le rêve? C'est un peu, justement, une difficulté. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse à essayer de faire des hypothèses sur les activités, sur les présences de personnes à partir de ces données, qui peuvent être des données, justement, jugées personnelles. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, c'est important de considérer ça. Moi, quand je suis arrivé à l'université, c'est un des premiers exercices que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de voir toutes les traces que je laissais. Et je me suis rendu compte en fait que c'était déjà impossible à faire d'être exhaustif parce qu'il y a trop de données. J'ai demandé toutes les données personnelles à CFF, toutes les cartes de fidélité que j'avais. Déjà, vous voyez difficulté de récupérer tout ça. Et puis, vous avez des surprises. Par exemple, j'ai récupéré simplement, à partir de simples cookies que vous avez de régies publicitaires. Et les régies publicitaires, si par exemple vous allez regardez une chaussure sur un site web, après vous allez sur une agence de voyage, vous allez voir la chaussure. Si vous revenez sur le site de chaussures, vous allez voir l'agence de voyage. Et en fait, tout ça, ça marche par système de petits cookies qui se trouvent sur vos navigateurs. Et quand j'ai demandé mes données personnelles à ces régies publicitaires, j'étais surpris de voir finalement l'ensemble de l'historique web qu'ils avaient de ma personne, finalement, ou de ceux qui utilisaient cet ordinateur-là. Donc tout ça pour sensibiliser qu'avant de considérer déjà la protection des données personnelles, c'est aussi intéressant de mesurer l'ensemble des données personnelles qu'on laisse. C'est un peu effrayant, mais c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, des fois, on a l'impression qu'on nous écoute parce qu'on reçoit toujours des publicités sur quelque chose. C'est prouvé plusieurs fois que c'était pas le cas. Okay. C'est souvent finalement pourquoi est-ce que ça va être le cas? Par exemple, hier, on était avec Sylvain, on discutait de certaines choses. Peut-être que je pourrais me dire, moi, hier, on a discuté de ça, je retrouve ça sur mon navigateur aujourd'hui, c'est quand même bizarre, et ainsi de suite. Mais il y a deux choses qui peuvent se passer. Déjà, peut-être que lui faisait des recherches là-dessus, et vu qu'on est amis sur LinkedIn ou autre, on peut avoir ces liens qui peuvent se créer de publicité, et de façon aussi tout à fait hasardeuse. C'est aussi quelque chose qui peut s'afficher, parce que ça s'affichait depuis des semaines, je le voyais pas, et vu que j'en ai parlé hier, je me dis maintenant, on en a parlé hier. Donc, ce qu'il faut voir, c'est souvent l'écoute par les téléphones à des fins publicitaires. Je dis pas qu'il n'existe pas des systèmes de renseignement qui ont existé, qui ont été connus et qui ont été révélés pour essayer d'utiliser des systèmes d'espionnage, on va dire, par ces téléphones-là. Mais à des fins publicitaires, c'est quand même... ce serait trop important pour l'objectif. C'est ça. Et puis, aussi très intrusif, bien sûr. Très intrusif. Merci. Sylvain, je sais plus où on en était, mais sur les protections de la vie, les données privées. C'est une question assez intéressante parce que je pense que c'est une réponse très personnelle. En fait, il y a des gens qui sont pas dérangés, il y en a d'autres qui sont très dérangés dès qu'on fait une intrusion. Donc, je pense qu'il faut laisser la liberté, tu as parlé de liberté avant, de la personne à choisir si elle veut ou pas partager ses données. Donc, moi, je suis assez pour pouvoir les conserver. Et si la personne a envie de les révéler, elle peut les révéler ou non. Donc, je suis plutôt pour la protection de la sphère privée de manière générale. Privacy by design aussi. Et pour la liberté, ça, c'est une très jolie... C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Dernière question de fin que je pose à tout le monde. Est-ce que vous auriez des recommandations de sources d'informations, de podcasts, de chaînes YouTube ou un livre qui aurait changé votre vie à nous partager? Et on le mettra dans la description. Moi, j'ai un livre que j'ai lu il y a quelque temps, mais que je vois de plus en plus se réaliser. C'est un livre par un scientifique et un futurologue qui s'appelle Ray Kurzweil. Il a plusieurs livres autour du même sujet, mais celui qui m'intéresse, et je crois que c'est sorti au début des années 2000, c'est The Age of Spiritual Machines. Donc c'est l'âge des machines spirituelles, qui est la suite d'un autre livre qu'il avait écrit, qui avait le titre de l'âge des machines intelligentes. Et je me demande si le moment, petit à petit, n'est pas propice d'un passage, parce que maintenant, de plus en plus, on voit des machines intelligentes grâce à l'intelligence artificielle, même si ce n'est pas tout à fait comme les gens l'envisagent aujourd'hui. Peut-être que ça ne sera jamais l'intelligence artificielle générale, mais peut-être qu'il y aurait une nouvelle branche de l'intelligence artificielle qui deviendrait un peu plus spirituelle. et
Et c'est matière à réfléchir. Et si quelqu'un a envie de creuser plus, lisez ce livre. Pour ma part, je sais pas si c'était. Vas-y. J'allais vous proposer aussi au début un podcast simplement de crime suisse d'Antoine Drou. Okay. Mais alors maintenant que vous avez dit que ça a changé ma vie, je vais peut-être pas aller jusque là. non, mais on mettra le podcast quand même. Mais juste de façon peut-être un peu plus générale, peut-être qui n'a pas changé ma vie, hein, mais qui a aussi peut-être influencé certaines de partie de ma jeunesse, où c'était simplement George Orwell, 1984, qui, un peu dans ce qu'on a vu, et c'est intéressant justement sur les données personnelles, sur la valeur de l'information et finalement de la véracité de l'information, des ouvrages et ainsi de suite. Alors moi, j'ai pas spécialement de podcast ou choses comme ça, mais si je devais citer quelque chose qui m'a marqué, c'est les événements avec Edward Snowden, et puis notamment le film Sous écoute, qui représente bien la situation ou la manière dont sont gérées les données aux États-Unis et les scandales qu'il y a eu autour, et qui finalement nous fait beaucoup réfléchir sur la manière dont on souhaite conserver nos données, et surtout l'utilisation en masse des données des citoyens. Messieurs, merci infiniment. Je vous souhaite une belle après-midi et puis à bientôt sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation.